drépanocytose. Docteur. Oui. Oui, alors je voulais dire, c'est une maladie qui n'est pas quand même répandue. Si. Mais c'est pas connu, quoi. C'est pas vraiment connu. Voilà. Dans le... Oui. Donc, non, elle n'est pas connue, oui. mais elle est très répandue. D'accord. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. D'accord. Maladie génétique, ça veut dire transmis des Ouais. parents aux enfants. Ouais. C'est la plus répandue à travers le monde. Chaque année en France, il y a entre 400 et 600 bébés qui naissent atteints de drépanocytose. Et dans le monde, il y a près d'un demi-million de bébés qui naissent avec la drépanocytose. Bah, selon vous, Malheureusement, et dans le monde, il y a 50 millions de personnes drépanocytaires. Malheureusement, elle est étiquetée en France comme, entre guillemets, maladie rare. ouais, c'est bien la question que j'ai posée. Ouais. Voilà. Mais selon vous, comment se fait l'origine? On peut savoir, alors, puisque les gens naissent avec. Oui, Alors, c'est dû à quoi? oui. Ça veut dire que quelque part, les parents, je ne vais pas répondre à la question, mais bon, Oui. c'est dû à quoi? Tout à fait. Donc en fait, oui. Comme je disais, la maladie, elle est transmise des parents aux enfants parce que tout simplement, les parents, ils ont le gène de la maladie. Or, un enfant hérite toujours du patrimoine génétique du père et du patrimoine génétique de la mère. Oui. Et contrairement à cette idée, la plupart des pays africains sont des endroits où on pense que c'est la maman qui transmet toutes les maladies. Ce qui n'est pas vrai. Pour qu'il y ait un enfant qui soit drépanocytaire, il faut que le père et la mère soient porteurs du gène anormal. Alors, pourquoi ce sont les personnes d'origine africaine le plus souvent qui sont atteintes? Ça remonte à l'histoire de l'humanité. Le fait que les globules rouges qui sont drépanocytaires résistent plus au paludisme que les globules rouges normaux. Donc c'était la seule façon pour l'humain de rester en vie. D'accord. Ce qui était un moyen de défense au départ est devenu une tare. D'accord. Voilà comment elle est. Et avec l'esclavage, le commerce triangulaire, les migrations, ces populations d'origine africaine se sont dispersées dans le monde. Et vous savez que tous les humains viennent d'Afrique. Hein. Voilà. Donc, ils sont partis partout. Et c'est comme ça que la maladie s'est répandue à travers le monde. D'accord. Et donc, on peut dire que c'est les effets secondaires de ce que les médicaments qu'on a consommés avant. Enfin, ils appellent ça médicaments aussi, hein, pour nous défendre. C'est ça qui transfère ça, en fait. C'est ça. Contre le palu, tout ça. Ouais, donc on était sur les rapports avec les gouvernements. Oui, je disais donc qu'en France, c'est un combat perpétuel. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la drépanocytose est toujours considérée en France comme une maladie rare, malgré le nombre que j'ai donné. Et donc, il n'y a pas de fonds alloués à la recherche sur cette maladie. Donc, le combat des associations aujourd'hui, c'est de tout faire pour attirer l'attention du gouvernement sur ce fait et de tout mettre en œuvre pour que des fonds soient alloués à la recherche sur cette maladie. C'est ainsi que les autres maladies ont pu être, entre guillemets, éradiquées. Voilà. Aujourd'hui, si ce ne sont pas des particuliers qui font des dons, des bienfaiteurs qui font des dons, les gouvernements n'en font presque pas. C'est ça qui est pratiquement ici en ligne de mire en France. Maintenant, dans les autres pays africains, puisque c'est là-bas où il y a le plus de maladies, malheureusement, le manque de moyens de ces mêmes gouvernements fait que c'est très difficile. Il y a des associations qui quittent l'Europe pour aller aider les gouvernements ou les associations de malades en Afrique. C'est un long combat. Hein? Un long combat et je pense qu'ensemble,
on pourra se donner la main et on pourra peut-être venir à bout de cette maladie un jour. Je ne peux pas dire on y est presque. Voilà. Bon, de toute façon, il faut commencer un jour. Donc, voilà. Ok, moi je vous laisse un dernier mot si vous avez un truc de précis à ajouter. Voilà. Donc j'aimerais dire que même si c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qui est transmise des parents aux enfants, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de diminuer la fréquence de la maladie dans le monde et de traiter les malades. Comment diminuer la fréquence de la maladie dans le monde? Il faut diminuer le nombre de couples à risque. C'est-à-dire le couple où le monsieur et la dame sont tous porteurs du trait de la maladie. Il n'existe pas de loi gouvernementale qui dit qu'il faut tester le partenaire avant de l'épouser. Puisque comme je le dis toujours, quand deux personnes s'aiment, on ne peut pas leur empêcher de se marier. Mais par contre, s'ils sont informés, ils font tout en connaissance de cause. Voilà. Et si on évite que des personnes qui sont porteurs se mettent ensemble, on diminue donc le risque d'avoir une descendance malade. Voilà. Et même s'ils sont ensemble, déjà, il existe des méthodes. Par exemple, ce que l'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. C'est-à-dire, quand il y a des embryons dans le ventre, ou même, pardon, pas dans le ventre, quand il y a, avant même de concevoir, on ne va implanter des embryons que ceux qui ne sont pas atteints de la drépanocytose. Pourtant, ça vient des deux parents. Mais il y a toujours on peut faire une sélection. Voilà, on fait une sélection et on implante dans l'utérus de la maman que l'embryon qui n'est pas malade. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une fatalité. L'autre absence de fatalité qui concerne le traitement, on l'a dit tout à l'heure, on s'achemine de plus en plus vers le traitement curatif de la drépanocytose. Quand ce sera le cas, donc heureusement, ça pourrait devenir un simple souvenir. Donc c'est sur ces mots aussi que je voulais terminer. Merci, docteur. De rien. Et bon combat et bonne chance Merci à nous beaucoup. tous. Cette maladie qui se fait, il paraît que c'est très répandu mais inconnu. Comment ça se fait? Alors, c'est une maladie génétique qui est très répandue. À l'origine, c'est une maladie qui est très fréquente en Afrique. Et petit à petit, ça s'est répandu avec le flux migratoire, les déplacements de population un peu partout. C'est pourquoi vous pouvez retrouver des patients drépanocytaires aujourd'hui en France et dans les autres pays. Donc, c'est une maladie génétique. C'est la première maladie génétique dans le monde, de par la fréquence. C'est 300 000, environ 300 000 enfants naissent par an atteints de cette maladie-là. Donc c'est pour vous dire la fréquence et l'ampleur de cette maladie. Mais comment c'est que c'est presque méconnu? Il n'y a que dans les milieux hospitaliers que c'est... Oui, mais c'est de plus en plus connu. Parce qu'à l'origine, comme je vous le dis, c'est à l'origine en Afrique, dans les pays où il y a le paludisme. Et petit à petit, avec les mouvements de population, les drépanocytoses sont un peu partout. Et c'est encore considéré dans les pays occidentaux comme une maladie rare. Pourtant, en France, aujourd'hui, on a environ plus de 30 000 personnes malades de drépanocytose. Donc la fréquence augmente vraiment. Ça devient politique tout ça, non? Et c'est une maladie qui est quand même, en France, il y a une politique de dépistage à la naissance. Donc les enfants sont dépistés à la naissance, donc on organise un suivi adapté après. D'accord. Mais parce que je ne comprends pas que... Que ce ne soit pas très connu, c'est ça? Oui, parce que c'est...
C'est presque rare, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en tête de ça, c'est pour ça que je comprends. Oui, il y en a beaucoup. Quand vous prenez la région parisienne, vous savez qu'il y a beaucoup plus de populations immigrées là, qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent en tout cas des régions concernées par cette maladie. Donc ça veut dire que la fréquence dans cette région, le nombre de patients qu'on suit ici sur Gonesse est très élevé. Donc c'est pas rare pour nous. Oui, c'est ce que je dis justement dans le milieu. Pour nous, si vous voulez, c'est pas quelque chose de rare. Parce qu'on en voit tout le temps, chaque fois, on suit des patients qui ont cette maladie. Donc pour nous, c'est pas rare. Pour les autorités, peut-être en termes de statistiques par rapport aux autres maladies, c'est considéré comme rare. Mais la réalité, c'est pas ça. Hein? C'est pour ça que je dis que ça devient politique en fait. En réalité, c'est pas ça. C'est la première maladie génétique parmi toutes les maladies qui bénéficient de dépistage à la naissance. C'est la première maladie génétique en France, dans le monde, la première également. Donc c'est fréquent. C'est un dur combat alors, hein, pour que... Parce que ça, il faut des fonds pour... Mais oui, il faut des moyens financiers, des moyens humains. Il faut que ça soit politique, il faut que les politiques interviennent en ce moment. Il faut que les politiques prennent à bras le corps le problème. Hein? Que ça soit considéré comme un problème de santé publique réel. Hein? Et la maladie prenne une part importante, n'est-ce pas, les dépenses de santé par exemple, il y a des fonds alloués à la gestion de ces maladies, des maladies émergentes, des maladies génétiques, que la drépanocytose représente une part importante. En tout cas, on vous souhaite un bon combat parce que là, c'est pas évident. Flippant, quand on entend les chiffres comme ça, c'est pourquoi c'est l'affaire de tous. Hein. C'est l'affaire de tous. C'est pas seulement les médecins hospitaliers, c'est pas seulement les associations, c'est pas seulement les familles, c'est l'affaire de tous. Donc il faut qu'on se donne la main, tous, vraiment, pour faire quelque chose pour aider les patients, les familles qui souffrent de cette maladie. Donc c'est un réel problème de santé publique. S'il vous plaît, docteur, vous venez d'arriver à Gonesse. Et quel est le changement que vous avez amené dans la vie de la jeunesse? Parce qu'on sait que c'est à partir de 18 ans que, par exemple, les addictions commencent. Maintenant, avec ça, comment vous les accompagnez? Alors moi, je suis arrivé sur Gonesse, c'était en fin 2020. Je suis arrivé là, c'était en pleine épidémie Covid. Donc il n'y avait pas de docteur qui s'occupait des adultes. Drépanocytaires, il y a des pédiatres qui s'en occupent, mais les adultes, il n'y avait pas de docteur. Donc nous travaillons avec les pédiatres pour assurer ce qu'on appelle la transition. Parce que l'enfant grandit. Hein? L'enfant adolescent devient adulte. Donc il faut qu'on organise une transition. C'est-à-dire l'enfant qui est suivi en pédiatrie passe à médecine adulte dans la douceur. Il faut que ce moment-là soit bien encadré. C'est à ce moment-là que les enfants, les drépanocytaires font plus de crises. C'est à ce moment-là qu'il y a plus d'addiction. C'est à ce moment-là qu'il y a plus de complications, plus de décès, plus de problèmes. Donc si ce n'est pas bien encadré, la transition n'est pas bien encadrée, s'il n'y a pas une bonne coordination entre l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte, ça va être des complications, des perdus de vue, voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. On travaille avec les pédiatres pour mettre en place cette transition-là. Déjà, il y a une bonne collaboration entre nous. Nous travaillons sur le même site. Hein. Donc on travaille ensemble, on a des informations des patients qui sont suivis là, on regarde leur dossier, on sait déjà leur parcours. On a des collègues qui sont présents sur site, on peut les appeler pour leur dire on a quel patient. Qu'est-ce que vous avez remarqué pendant ce suivi pédiatrique? Parce que tout ça c'est tracé. Donc nous, on assure
la suite. Hein? Donc on fait en sorte que cette transition se passe bien et que le suivi continue en médecine adulte. Et maintenant, s'il vous plaît, si le jeune il est addict, est-ce qu'il y a l'infirmière que vous le mettez à terre et vous faites tout pour que il puisse avoir une infirmière qui passe pour lui donner des traitements ou il continue à gérer tout seul à faire des bêtises? C'est ce que disait le collègue. Il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On essaie de mettre en place. Il y a des séances collectives et des séances individuelles. On peut convoquer les patients, ça peut être l'infirmière, l'éducation thérapeutique qui convoque l'enfant, qui discute avec l'enfant, qui recueille les besoins de l'enfant, les problématiques de l'enfant, donc essaye de discuter avec l'enfant sur ces problématiques-là. Donc s'il y a un problème d'addiction, c'est le moment de repérer ça, afin d'encadrer l'enfant, parce qu'on parle des traitements pendant l'éducation thérapeutique. Quel traitement est indiqué parce que vous avez une maladie grave, donc il faut les prendre tous les jours. Attention à ne pas en abuser. Attention, tel médicament peut être dangereux. Attention à ne pas prendre des médicaments qui sont prescrits par les médecins. Parce que ça peut arriver aussi. Bien sûr, bien sûr. Ils ont tellement envie de se soulager qu'ils peuvent essayer pas mal de traitements. Donc le but de l'éducation thérapeutique des infirmières ou des médecins, parce qu'on a un suivi aussi en consultation. Donc on fait le point sur tout ça, repérer ces signes-là d'addiction, de mauvaise utilisation des médicaments. Donc on repère ces signaux-là, on propose le suivi. Si on peut gérer, ok. Si il faut faire appel à d'autres spécialistes, des psychologues, des addictologues, des psychiatres, on a fait appel pour nous aider dans le suivi de ces patients. Collaboration avec les addictologues? Alors, ici, sur l'hôpital, l'addictologue qui était là est parti. Est parti. Donc, actuellement, il y a un addictologue qui commence à voir nos patients. Donc, il faut qu'on continue à travailler avec cet addictologue-là. Donc, il commence là, lui aussi. Donc, il faut qu'on continue à travailler avec cet addictologue-là pour voir ce qu'on peut améliorer dans ce sens-là. Parce que moi je vous dis merci, parce que pourquoi mon fils, là où il est, il me voit. Et si cette journée que vous faites tous les ans sur la drépanocytose, aujourd'hui vous avez accepté de mettre l'addition, parce que j'ai créé ce livre, j'ai fait une association et vous m'avez écouté pour dire enfin il y a quelque chose à faire. Je dis c'est mon fils qui a gagné, parce que c'était son combat, et oui, mais il devait être là aujourd'hui. Malheureusement la vie a décidé autrement, qui n'est pas parmi nous, mais bon. Il a semé un grain qui et c'est sa mère, et pourtant c'est fait et quelque chose a commencé. Et pas que l'hôpital de Gonesse, tous les hôpitaux, comme j'ai l'habitude de dire, en France, en France, en région parisienne, en France, dans le monde entier, vont parler de ça. Et comment trouver, moi c'est ça qui m'a plu, vous avez dit comment trouver la solution pour pouvoir les aider. Cette solution, c'est nous, les associations, les parents et les docteurs, et c'est vraiment le cycle. Ce n'est pas seulement une seule personne, parce qu'avant j'étais une maman qui a crié seule, personne ne m'a écouté. Parce que je venais ici à Gonesse, crier ici à Gonesse, personne ne m'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, c'est le même hôpital qui fait la conférence sur ça. Je remercie le bon Dieu, je vous remercie. C'est une très bonne chose. Donc moi je vous encourage, on est là pour ça aussi, vous encourager, vous soutenir, parce que nous seuls on ne peut pas venir à bout ce travail, vous seuls non plus, donc il faut qu'on se donne la main ensemble pour faire quelque chose. Merci. De votre présence en tout cas à l'hôpital, mais ça me fait toujours mal que vous n'étiez pas. Bon, on ne peut pas sauver des vies, c'est Dieu qui sauve des vies. Merci à vous. Merci à vous.